un secret murmuré sous la tonnelle de lavande. Mais qui ment? Bienvenue à Détectives éternels. Je suis votre hôte, Raphaël. Cette communauté passionnée d'histoire s'agrandit. Commentez ci-dessous et partagez d'où vous vous connectez. J'ai hâte de lire vos pensées. Allons-y. C'était le genre d'après-midi qui semblait interrompre le monde dans un calme doré. Le genre de journée où les tasses de thé sonnaient doucement sur les soucoupes et où le parfum des scones chauds dérivait à travers les haies, taillées. Dans le village pittoresque de Little Crampton, le thé annuel de la Ladies' Garden Society avait repris sa juste place sous la tonnelle de lavande de Teeling House, le manoir appartenant à la redoutable Madame Edith Weatherby Teeling. House avait autrefois accueilli une petite royauté pendant les étés édouardiens, même si son ancienne grandeur s'était adoucie en un charmant délabrement. Le lierre se glissait sans vergogne le long du mur sud, et la tonnelle de fer, bien que fièrement enveloppée de lavande, portait des médailles d'honneur rouillées. Pourtant, rien de tout cela n'avait d'importance pour les femmes de la Garden Society, qui s'y rassemblèrent dans leurs plus beaux chapeaux à fleurs, prêtes à siroter du Darjeeling et à décortiquer des questions à la fois botaniques et personnelles. Miss Jane Marple, maintenant âgée d'environ 70 ans, mais non moins vive au fil des années, était assise au bord de la réunion, les aiguilles à tricoter clignotant à un rythme calme qui démentait son attention. Elle portait un cardigan bleu pâle et un chapeau de paille orné d'un seul brin de myosotis, un emblème floral approprié pour celui qui se souvient de plus que ce que la plupart ont oublié. « Vraiment, c'est plutôt scandaleux », murmura Madame Nora Draycott en se penchant légèrement vers Miss Marple, dont la présence invitait souvent aux confidences. « Madame Weatherby m'a dit, sous stricte confidentialité bien sûr, que la jeune Sylvia Broom avait emménagé avec son employeur à Lavender Lodge. Pas de chaperon, rien. » Miss Marple émit un léger gloussement de désapprobation polie. C'est « Dieu ne quittant jamais son tricot. La nièce du jardinier, n'est-ce pas? Oui, mais que homme, Monsieur Lewis Hargreaves, c'est pratiquement un reclus. Elle a à peine 20 ans et il est, enfin, plus âgé, beaucoup plus vieux. Ce n'est guère convenable, quoi qu'on en dise. » « En effet, » murmura Miss Marple en jetant un coup d'œil à travers le jardin. Sylvia Broom se tenait près de la table de rafraîchissement, jeune et frappante, avec des cheveux blond miel et une posture gênée qui alternait entre défi et inconfort. Elle versait de la limonade avec les doigts tremblants, tandis que 3 dames âgées bavardaient à moins de 3 mètres, à portée de voix. Plus loin, dans la rangée de chaises, était assis le révérend Cleaver et sa femme, essayant de ne pas entendre les chuchotements à propos du récent écart de financement au comité paroissial de restauration de la toiture. À côté d'eux, le colonel Fanshawe fulminait sur la bonne gestion des pivoines, inconscient des regards subtils lancés dans sa direction chaque fois que quelqu'un mentionnait les boutons de manchette en argent manquants lors de la collecte de fonds aux enchères. Madame Weatherby se tenait sous l'arche de la tonnelle, sa présence indubitable, un chapeau imposant, une voix autoritaire et une broche en forme de lance de tulipe. « Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez tous essayé. La génoise citron-thym, elle vient des poules de Mildred Ellison et de la meilleure farine du moulin de Madame Partridge. »« Oh, je ne toucherai pas son de la farine, » murmura encore Madame Draycott. « Pas depuis cette horrible affaire avec les crottes de rat dans la cargaison de seigle. Elle blâme le livreur, mais c'est un enfant si gentil. Il aide toujours sa mère après l'école. » Miss Marple hocha distraitement la tête. C'était comme toujours un réseau de chuchotements, chaque fil de ragot révélant la perception de la vertu et du vice d'un personnage. Pour une oreille non avertie, ce n'était qu'un bavardage inutile. Pour Miss Marple, il s'agissait d'une étude de caractère, une carte de rancune, de secrets et de petites hypocrisies. À ce moment-là, un cri perçant retentit du coin nord du jardin. La conversation s'est arrêtée. Les tasses à thé claquèrent. Miss Marple déposa son tricot. Tout le monde se tourna tandis que Sylvia Broom trébuchait en avant, son visage pâle comme le col en dentelle autour de son cou. « Il ne respire pas !»
Monsieur Hargreaves! Il est dans la maison d'été! Je l'ai trouvé affalé. Le colonel Fanshawe se leva aussitôt, aboyant des ordres comme s'il était de retour à El Alamein. « Reculez, reculez. Révérend, venez avec moi. Quelqu'un va chercher le docteur Hambleton. » Sylvia se laissa tomber, sur un banc en fer forgé, tremblante, les yeux écarquillés d'incrédulité. Les murmures devinrent plus forts à mesure que les invités rassemblés se levaient et planaient, ne sachant pas s'ils devaient se précipiter ou rester à l'écart. Miss Marple, comme toujours, resta calme. Elle plia doucement son tricot et se leva, ses yeux scrutant le chemin menant au pavillon d'été au-delà de la haie de lavande. Sa voix, lorsqu'elle parlait, était douce mais claire. « Cher moi, dit-elle doucement, j'espère que M. Hargreaves n'est pas tombé malade. Même si j'ose dire, par cette chaleur, il ne faut vraiment pas s'attarder trop longtemps dans des espaces clos. Il fallut 10 minutes avant que le docteur Hambleton n'arrive, le visage rouge et haletant depuis son vélo. 5 autres avant de sortir du pavillon d'été, la bouche sombre et les mains encore tremblantes à cause de ce qu'il avait vu. « J'ai bien peur qu'il soit complètement mort », annonça-t-il solennellement à la foule rassemblée. « Un arrêt cardiaque massif à première vue. Trop d'excitation, proposa quelqu'un. Une petite insolation peut-être, ou la tension de cette fille emménagée, si vous me le demandez. » Marmonna Madame Blodgett derrière une main gantée. Le docteur Hambleton hésita. « Il y a une bizarrerie, a-t-il ajouté. Ses doigts étaient décolorés. Et il y a une odeur particulière, celle d'amande. Je ne dis pas avec certitude, mais j'ai appelé la police. » Un halètement ondulait dans la foule comme le vent dans des roseaux secs. Miss Marple, qui observait tranquillement le chaos qui se déroulait, ajusta son chapeau de paille et jeta un coup d'œil vers la tonnelle. « Amande, » murmura-t-elle. « Un parfum si délicat, agréable dans un gâteau, mais très malheureux dans d'autres circonstances. » Et avec cela, le thé du jardin était terminé. Lavande dansait toujours paresseusement, dans la brise, mais personne n'y prêtait attention maintenant. Le scandale était arrivé, invisible, venimeux et aussi parfumé que mortel. Au crépuscule, l'air parfumé à la lavande de Tillinghhouse était devenu lourd de spéculation. Le rassemblement autrefois idyllique de la Ladies' Garden Society s'était divisé en conversations feutrées et en départs urgents. La nouvelle s'est répandue avec la férocité silencieuse d'un feu d'herbe. Monsieur Hargreaves est mort? Empoisonné, peut-être? Une jeune fille qui crie, la sombre déclaration d'un médecin et l'implication indubitable de la police. À Little Crampton, un tel drame n'avait pas été vu depuis le malheureux incident impliquant la nièce du vicaire et la bague de fiançailles, volée en 1937. Miss Marple est retournée à pied à son cottage d'Old Post Lane, refusant plusieurs offres de transport. Elle préférait la promenade lente à travers le village, le long des magasins aux volets fermés et des murs bas du jardin. À son âge, cela lui donnait le temps de réfléchir et d'observer. Lavender Lodge restait silencieux dans le crépuscule grandissant, ses volets tirés, son jardin envahi par la végétation et sans entretien. Un vélo était appuyé contre la clôture, probablement celui de Sylvia, à en juger par sa peinture jaune pâle et son guidon éraflé. Miss Marple s'arrêta un moment dans un coin, remarquant la faible lumière qui brillait toujours dans une fenêtre à l'étage. « Une maison si curieuse », se murmura-t-elle, « et une mort si soudaine. » Le matin, le village était en effervescence. Au magasin général de Madame Blackwell, la file d'attente habituelle pour le pain et les pêches en conserve était plus longue que jamais. Mais peu étaient là pour faire du shopping. Ils sont venus pour des nouvelles et pour rassembler en commun des faits à peine entendus en un véritable scandale. Eh bien, j'ai dit à Henry la semaine dernière qu'il y avait quelque chose d'étrange chez cet homme, a déclaré Madame Ridgely, une femme formidable dont l'opinion est souvent devenue un évangile communautaire. Il s'est enfermé dans cette loge comme un moine, ou pire,
C'est la fille pour laquelle je me sens désolé, a déclaré Alice Hartle, serrant son panier d'œufs. Sylvia Broom, juste une enfant, vraiment. Assez jolie pour causer des ennuis, mais pas assez pointue pour les éviter. Vous vous souvenez? De son père, n'est-ce pas? Dit M. Tilton, le maître de poste, en baissant la voix. George Broom, celui qui a disparu après cette affaire avec les fonds alloués. Certains disent qu'il a fui le pays, d'autres disent qu'il a été retrouvé à Brighton sous un faux nom. Et sa mère est morte jeune, ajouta une autre voix, laissant Sylvia élevée par sa tante, la pauvre Madame Fenwick. Toutes les têtes se tournèrent instinctivement vers Miss Marple, qui se tenait près du comptoir et examinait un pot de citron confit. Miss Marple sourit poliment et n'exprima aucune opinion. Au lieu de cela, elle retourna lentement dehors, passant devant la vitrine du salon de coiffure, où Liliane Montrose était en train de soigner la jeune Pamela Dawlish et pérorait avec animation sur l'arsenic. Avant, on en trouvait dans tout. Les crèmes, pour le visage, le papier anti-mouche, et même les bonbons pour enfants, a insisté Liliane. Vous seriez choqués de savoir ce que les femmes utilisaient avant l'arrivée de la crème froide. À l'extérieur du café, le révérend Cleaver était assis avec le sergent Hogg, l'officier subalterne envoyé de Much Wexford, sirotant du thé et prenant des notes. La police n'avait pas encore fait de déclaration officielle, mais cela n'a pas empêché les villageois de proposer des théories non sollicitées. Cela aurait pu être un accident, remarquez, a déclaré Martin Flock, le boucher. Un homme comme ça, gardant d'étranges habitudes, il aurait pu avoir un placard rempli de teintures étranges et oublier ce que c'était, quoi. Un accident, répéta mademoiselle Partridge, scandalisée. Vous avez vu le visage de la fille, n'est-ce pas? Ce n'était pas un évanouissement. Elle avait l'air terrifiée. En milieu de matinée, l'inspecteur Doyle lui-même arriva, les épaules larges, la voix grave et bien connue des locaux pour sa position sceptique, à l'égard de tout ce qui ressemblait à une intuition villageoise. C'était un homme bon, certes, mais pas du genre à accorder beaucoup d'importance aux potins des salons de thé ou aux vieilles dames à la mémoire vive. Il s'était immédiatement rendu à Lavender Lodge, procédant à des examens superficiels, interrogeant Sylvia Broom, visiblement secouée, et bouclant la maison d'été avec du ruban adhésif de police. Miss Marple, de loin, observait tout cela depuis sa place habituelle près du banc du cimetière, où elle semblait admirer les roses. Plus tard, il s'est rendu à Tillinghhouse. Madame Weatherby, bien qu'apparemment calme, s'était clairement préparée pour la visite. Elle portait un chemisier en soie vert foncé qui ajoutait une touche de majesté à son apparence déjà imposante et saluait l'inspecteur avec une grâce affectée. « Inspecteur Doyle », dit-elle en le faisant entrer dans le salon, « excusez le léger désarroi. Le thé du jardin a été, plutôt écourté, comme vous le savez. »« Tout à fait compréhensible, madame, » a déclaré Doyle. « On m'a dit que M. Hargreaves ne souffrait d'aucune maladie connue. »« Aucun, » dit fermement madame Weatherby. « Mais c'était, comme je l'ai souvent dit, un homme particulier, brillant avec les herbes. Certains disent qu'il a étudié la chimie dans sa jeunesse, même s'il n'a jamais aimé en parler. A-t-il semblé agité ou affligé lors du rassemblement? Il apparaissait rarement, inspecteur, mais je l'ai remarqué partir assez brusquement juste avant que le thé ne soit servi. Sylvia le suivait. L'inspecteur Doyle haussa un sourcil. « Y a-t-il eu une dispute? »« Je ne peux pas le dire, » dit doucement madame Weatherby. « Mais peut-être que Miss Marple le peut. »« Mademoiselle Marple? »« Elle remarque des choses, » a déclaré madame Weatherby. « Je ne pense pas qu'elle ait jamais cessé de remarquer les choses, même lorsqu'elle semble tricoter des chaussettes. » Et ainsi peu, de temps après, Miss Marple était assise en face de l'inspecteur Doyle dans le salon Weatherby, une délicate tasse d'Earl Grey à la main et un doux sourire sur le visage. « Miss Marple, » commença Doyle, « je comprends que vous avez peut-être observé M. Hargreaves pendant le thé. »« Oh oui, » répondit-elle. « Il est arrivé en retard et s'est assis assez loin des autres. J'ai remarqué qu'il n'a pas touché sa tasse. Sylvia semblait instable,
Ils ont parlé brièvement avant qu'ils ne se lèvent et partent pour le pavillon d'été. Avez-vous entendu ce qui a été dit? Non. Mais ce n'était pas affectueux. Le visage de Sylvia était assez rouge, et elle agrippait sa serviette assez violemment. Ce genre de détail reste le même. Vous pensez qu'ils se sont disputés? Je pense que ce n'était pas un moment de bonheur domestique, répondit délicatement Miss Marple. L'inspecteur y réfléchit. Avez-vous d'autres observations? Oh, plusieurs, dit Miss Marple d'un ton léger. Mais ce ne sont pas des faits, seulement des impressions. Je ne voudrais pas induire votre enquête en erreur. Je préfère avoir des impressions plutôt que le silence, répondit Doyle. Continue. Eh bien, j'ai remarqué qu'il manquait une tranche au biscuit citron teint avant que le reste ne soit servi. Doyle cligna des yeux. Et vous trouvez cela important? Pas l'absence elle-même, inspecteur, mais le timing. C'était fini. Avant, M. Hargreaves est parti pour le pavillon d'été. Et à ce moment-là, seules quelques personnes se trouvaient près de la table. Doyle a pris note. « Et tu soupçonnes quelque chose dans le gâteau ?»« Oh non, » dit doucement Miss Marple. « Pas le gâteau, mais peut-être l'assiette. » L'inspecteur fit une pause. « Je vous demande pardon ?»« Juste une idée, » dit-elle en se levant lentement. « Ce n'est probablement rien du tout. » Dehors, les cloches des églises se mirent à sonner l'heure de midi. Quelques moineaux s'élançaient sur les toits. Quelque part au loin, un téléphone sonna sans réponse. Mais dans l'esprit de Miss Marple, les choses commençaient à prendre forme. Le lendemain matin, Little Crampton s'est réveillé avec un ciel gris et une fine brume qui s'accrochait aux haies comme des secrets dans la langue des villageois. La nouvelle de la mort de Lewis Hargreaves était devenue le sujet de conversation singulier dans tous les coins du village, du comptoir du boucher au banc d'église, du miroir du coiffeur aux jardins familiaux. Mais au milieu de la ferveur des ragots et des suppositions, Miss Marple restait typiquement calme. Ce matin-là, après avoir brièvement entretenu ses rosiers, elle prépara un plateau avec 2 tasses de thé et une assiette de gâteau de Madère tranchée finement. Elle a posé une serviette en lin pliée au centre et a transporté le plateau dans l'allée jusqu'à Lavender Lodge, où Sylvia Broom aurait séjourné seule, sous les instructions discrètes de la police de ne pas quitter les lieux. La jeune femme a ouvert la porte dans un cardigan pâle et des pantoufles usées. Ses yeux étaient cerclés de rouge, mais sa posture était calme, presque rigide. « Oh, Miss Marple, » dit-elle un peu essoufflée, « je ne m'attendais pas à... » « Je pensais que vous n'aviez peut-être pas eu beaucoup de repos, » dit doucement Miss Marple, d'un ton aussi neutre que s'il discutait des prévisions. « Et j'ose dire que personne n'a pensé à vous apporter une bonne tasse de thé. » Sylvia hésita, puis s'écarta pour la laisser entrer. Le salon était soigné, même s'il dégageait la fraîcheur impersonnelle d'un espace peu utilisé. Quelques livres sur les remèdes naturels étaient empilés à côté d'un petit fauteuil en velours, et une couronne de lavande séchée pendait de travers au-dessus de l'âtre. « J'espère que vous aimez Madère, » dit Miss Marple en posant le plateau sur une table basse. « Il se conserve bien et ne prétend pas être quelque chose qu'il n'est pas. » Sylvia réussit à esquisser un petit sourire reconnaissant. « Merci. » Ils restèrent assis en silence pendant un moment, chacun sirotant son thé. Les mains de Sylvia tremblaient alors qu'elle soulevait sa tasse. « Je suppose que tu ne veux rien entendre sur... »« Lui, » dit-elle, les yeux fixés sur la cheminée. « Je veux entendre quoi que ce soit, toi. »« Je voudrais dire, » répondit Miss Marple, « si cela concerne ou non M. Hargreaves. » Il y eut une longue pause avant que Sylvia ne reprenne la parole. Il n'était pas méchant, pas exactement, juste privé, sévère. Il surveillait toujours les gens, comme s'il s'attendait à ce que quelque chose de terrible se produise. « Qu'avez-vous vécu ici longtemps? »« Seulement quelques mois. J'ai travaillé à temps partiel dans la pharmacie, voyez-vous. Monsieur Hargreaves est venu une fois chercher un pot de baume mentholé, et quelques jours plus tard, il m'a demandé si j'envisagerais un travail de bureau, cataloguer des herbes, transcrire ses notes. Il a dit qu'il avait besoin d'aide avec ses livres. « Et vous avez emménagé ?»«
Il a proposé la salle du fond, sans loyer. Il a dit que ce serait plus facile tôt le matin. Tante Fenwick a trouvé que cela semblait assez respectable, jusqu'à ce que les gens commencent à parler. Miss Marple hocha la tête pensivement. Les gens parlent. Oui, dit amèrement Sylvia. Et maintenant, ils ne s'arrêteront jamais. Il y a un autre silence. Puis Sylvia ajouta doucement, il n'était pas comme ce qu'on dit. Il était étrange, oui, mais pas cruel. Juste effrayé, je pense, de quelque chose. Est-ce qu'il a dit quoi? Non. Elle hésita. Mais il verrouillait toujours la porte du pavillon de l'intérieur. Et il gardait l'un des abris de jardin. Verrouillé. Un jour, j'ai demandé ce qu'il y avait dedans. Il a dit que c'était plus sûr si je ne le savais pas. L'expression de Miss Marple ne changea pas, même si ses yeux devinrent plus perçants derrière ses lunettes. Est-ce que quelqu'un lui rendait visite régulièrement? Personne du village, juste des livraisons de temps en temps. Mais il y avait un homme. Je suis venu 2 fois et je l'ai vu, je n'ai jamais donné de nom. Je portais des lunettes noires, même à l'intérieur. Miss Marple finit son thé et attrapa son sac à tricoter. Cela vous dérangerait-il terriblement si j'empruntais un de vos cahiers? J'ai égaré le mien et j'admire plutôt les reliures conservées par M. Hargreaves. Sylvia parut surprise, mais hocha la tête. Ils sont juste dans le bureau, sur l'étagère du milieu. Prenez celui que vous voulez. Miss Marple se leva et se glissa dans le bureau, parcourant rapidement les titres. Des rangées soignées de journaux vert foncé bordaient les étagères, chacun étiqueté avec 1 mois et 1 année. Elle en sélectionna un marqué mars-avril et l'ouvrit brièvement. Les pages étaient remplies de notes manuscrites sur les composés végétaux, les effets du dosage et les techniques d'extraction. À mi-chemin, un petit morceau de papier plié est tombé. Miss Marple l'attrapa avant qu'il ne touche le sol et le rangea soigneusement à l'intérieur, sans faire aucun commentaire, même pas à elle-même. Elle retourna au salon. « Merci, ma chérie, dit-elle. Je trouve un bon carnet plutôt apaisant. » Sylvia eut un sourire fatigué. « Vous pouvez le garder. » Miss Marple hocha la tête et partit peu après, un cahier à la main. De retour au centre du village, l'inspecteur Doyle effectuait sa ronde avec une grande efficacité. Il avait déjà interrogé le révérend, le personnel de maison de Tillinghhouse et le boulanger, dont la génoise Citrontin avait joué, sans le savoir, un rôle dans l'affaire. Maintenant, il se tenait dans le jardin de Tillinghhouse, regardant vers le pavillon d'été. « C'est isolé, fit-il remarquer au sergent Hogg. Quiconque y entrait ne craignait pas d'être vu. « Le poison est subtil, répondit Hogg. Pas de bruit, pas de lutte, et peu de choses à faire, marmonna Doyle. À moins que nous trouvions d'où vient le poison ou qui l'a apporté. Miss Marple s'est alors approchée, à l'improviste, mais pas importune. Doyle fit un signe de tête courtois. « Vous venez visiter les lieux, Miss Marple? Je suis venu te rendre une épingle à cheveux à Madame Weatherby, répondit-elle avec légèreté. Mais on s'intéresse au jardin. La lavande est une plante tellement curieuse, n'est-ce pas? Elle apaise les maux de tête, mais dans les mauvaises combinaisons, elle peut masquer des arômes plus troublants. Doyle haussa un sourcil. Tel que amande amère, par exemple, dit-elle en cueillant pensivement un brin de lavande. J'imagine que vous avez parlé au fournisseur d'herbes médicinales de M. Hargreaves. Nous dressons une liste, a déclaré Doyle. Il utilisait des teintures rares. Certaines ne sont pas disponibles en Angleterre. Miss Marple hocha la tête et changea de sujet avec une facilité pratique. Faites-moi savoir si Sylvia est traitée injustement. Elle a eu peu de gentillesse. Je n'ai aucune raison de la soupçonner à ce stade, a répondu Doyle. Mais les gens mentent, Miss Marple. Oui, dit-elle doucement. Ils le font. Surtout quand ils essaient de protéger quelqu'un. Plus tard dans la journée, alors que le village s'installait à nouveau sous un ciel qui s'épaississait, Miss Marple était assise à son bureau, le cahier de Lavender Lodge ouvert devant elle. Elle examina le morceau de papier plié qu'elle avait trouvé, un court message griffonné, non signé. « Il sait. La tonnelle était une erreur. Détruisez la lettre. »
Il n'y avait pas de date, aucune indication sur qui l'a écrit. Mais Miss Marple le regarda longuement, son esprit tissant des fils de conversation et de comportement. Ce n'était pas une preuve, pas encore, mais c'était la première ombre de quelque chose de réel. À la fin de la semaine, le rythme autrefois doux de la vie du village de Little Crampton était devenu tendu par la spéculation et la suspicion. Les agents de Much Wexford allaient et venaient, leurs bottes piétinant les parterres de fleurs et leurs questions ébouriffant les plumes. L'inspecteur Doyle restait en résidence dans la modeste pièce située au-dessus du King's Tumbler Inn, travaillant sans relâche sur une liste de pistes potentielles, mais les fils continuaient de lui glisser entre les doigts. Miss Marple, de son côté, avait repris sa tournée habituelle avec une sérénité pratiquée. Elle a assisté au service du dimanche à Saint-Pierre, avec ses gants soigneusement pliés sur ses genoux, et a offert sa contribution habituelle aux fleurs de l'autel. Pourtant, partout où elle allait, ses oreilles restaient ouvertes. On n'entendait plus dans ce village que la plupart des gens ne le pensaient, surtout quand on savait écouter. Dans le salon du presbytère Cleaver, le révérend Lionel Cleaver tentait de maintenir une posture de patience, tandis que l'inspecteur Doyle l'interrogeait pour la deuxième fois. « Et vous dites que vous n'avez jamais eu de conversation privée avec M. Hargreaves ?» demanda Doyle, en tapotant son stylo contre le bord de son cahier. Le révérend secoua la tête, seulement en passant. Il n'était pas un pratiquant. Il a dit qu'il préférait communier avec la nature, ce que j'ai pris comme une façon polie de dire qu'il trouvait nos services inutiles. Des frictions particulières entre vous? Aucun à ma connaissance. Cleaver s'éclaircit la gorge. Bien que j'aie prononcé un jour un sermon sur l'utilisation abusive des talents donnés par Dieu, une réflexion générale, je vous l'assure, mais il est parti à mi-chemin. Et les affaires avec les fonds paroissiaux, Cleaver avait l'air mal à l'aise. Il y avait une divergence, oui, mais mineure. Nous l'avons résolue depuis. Le conseil de l'Église a voté pour ne pas poursuivre l'enquête. Mais c'est vous-même qui supervisiez ces comptes? Pour le fonds de restauration, oui. Sa voix restait calme, mais ses doigts tremblaient légèrement. Monsieur Hargreaves a fait certaines insinuations dans une lettre au diocèse, mais elles n'étaient pas fondées. L'inspecteur Doyle nota quelque chose. Il vous a donc accusé d'inconduite. Je ne dirais pas ça. Une pause. Il a posé des questions. Malheureusement, dans ce village, même les questions suffisent à nuire à la réputation. Alors, que Doyle le remerciait et s'apprêtait à partir, Madame Cleaver sortit de la cuisine avec un plateau de biscuits sablés. « Oh, inspecteur, emportez-en quelques-uns pour votre retour », dit-elle avec un sourire nerveux. « C'est épouvantable tout cela, surtout pour cette pauvre fille. J'espère que vous retrouverez le responsable. » Doyle accepta l'offre avec un signe de tête polie. « Nous suivons toutes les pistes, Madame Cleaver, merci. » Dehors, l'inspecteur s'arrêta, parcourant la route étroite qui menait du presbytère à Lavender Lodge. Il devenait de plus en plus frustré. Chaque villageois semblait avoir un motif, envie, ressentiment ou orgueil blessé, mais aucun n'avait de lien solide avec l'acte de meurtre. Pendant ce temps, Miss Marple avait invité Madame Nora Draycott et Madame Partridge pour un modeste déjeuner, composé de sandwichs au jambon et à la moutarde, avec des tranches de concombre, servi à une heure précise dans son joyeux salon. La conversation commença par la météo et se dirigea rapidement, comme Miss Marple l'avait prévu, vers les Pecs ou affaires du village. « Bien sûr, je n'ai jamais fait confiance à cet homme », a déclaré Madame Partridge en reniflant. « Je l'ai vu une fois au crépuscule, en train d'enterrer quelque chose dans le jardin. Il a dit que c'était du paillis. Mais dans mon expérience, aucun bon chrétien n'utilise un chat la nuit tombée à moins d'avoir quelque chose à cacher. Je m'interroge sur cette pauvre fille, a ajouté Madame Draycott. Une peau si pâle et des doigts tremblants, ça n'augure rien de bon. Miss Marple hocha la tête en passant devant le pot de moutarde. Et je suppose que ça doit être difficile pour elle de n'avoir pas de famille à proximité. Aucune sauf sa tante. Fenwick, n'est-ce pas?
dit Madame Draycott. « J'étais femme de ménage à Thornlake Hall avant que les nouveaux propriétaires ne le vendent. Une femme fière, toujours à l'affût. « Savez-vous, dit doucement Miss Marple, j'ai vu une fois Sylvia à la pharmacie. Elle achetait quelque chose derrière le comptoir. Une de ces petites bouteilles gardées sous clé. Je ne pouvais pas bien voir l'étiquette. Madame Partridge avait l'air intriguée. « Vous ne pensez pas? »« Oh, je ne pense jamais le pire sans raison, » dit calmement Miss Marple. « Mais on s'interroge sur le genre de choses qu'une maison pourrait stocker sans attirer l'attention. Surtout une maison où les herbes et les teintures étaient courantes. » Conversation a continué, mais la graine avait été semée. Plus tard dans la soirée, Madame Partridge parlait de la pharmacie à sa sœur, et sa sœur en parlait à Monsieur Tilton au bureau de poste. Comme toujours, Miss Marple avait semé ses questions avec soin et sans chichi. Au King's Tumbler Inn, l'inspecteur Doyle était assis penché sur une table remplie de rapports manuscrits et d'une tasse de thé tiède. Le sergent Hogg revenait tout juste du domaine situé à l'autre bout du village, où un livreur se souvenait avoir déposé un colis à Lavender Lodge la semaine précédant la garden party. Il a dit que c'était étiqueté « fourniture botanique », à manipuler avec soin, a rapporté Hogg. La boîte provenait d'une entreprise d'Exeter. Payée en espèces, Doyle fronça les sourcils. A-t-il vu qui a signé? Pas de signature. Je l'ai laissé sur le porche. Il a dit qu'il avait vu un homme avec des lunettes noires marcher à l'arrière, cependant. Doyle leva les yeux. Le même que celui mentionné par Sylvia? Peut-être. Correspond à la description. Et nous n'avons aucune idée de qui il est. Pas de nom, pas d'adresse. Mais le pharmacien a déclaré qu'Hargreaves avait récemment posé des questions sur les composés cyanogéniques, des choses qui pouvaient être extraites du laurier, des noyaux de pêche, des amandes amères, et même des noyaux d'abricot. Doyle expira. Cela confirme l'odeur relevée par le médecin. On dirait que nous avons trouvé le poison, a déclaré Hogg. Oui, mais pas la main qui l'a administré, répondit sombrement Doyle. Et c'est trop pratique, n'est-ce pas? Un homme solitaire, aux prises avec d'étranges produits chimiques, des ennemis dans la paroisse, une fille sans alibi. Il y a trop de mobiles et pas assez de faits. Cette nuit-là, Miss Marple examina à nouveau le billet plié. Il sait. La tonnelle était une erreur. Détruisez la lettre. Elle avait passé la majeure partie de l'après-midi à faire correspondre l'écriture manuscrite avec des échantillons qu'elle avait vus dans le livre d'or de l'Église. C'était proche, remarquablement proche, de celui du plus jeune fils d'Edith Weatherby, Jonathan, revenu récemment de l'étranger. Il avait fait peu d'apparitions lors d'événements du village et n'était pas connu pour être amical avec M. Hargreaves, bien que Miss Marple se souvienne avoir vu les deux échanger un mot calme près du pavillon d'été des semaines avant la fête. Pourquoi un jeune homme récemment revenu écrirait-il quelque chose d'aussi énigmatique? Et quelle avait été exactement l'erreur? Miss Marple posa le papier et alluma sa lampe de chevet. Dehors, la brume s'élevait à nouveau, s'enroulant aux abords du village comme un souffle retenu en suspens. Il y avait encore trop d'ombre sur cette photo, trop d'histoires encore inédites, mais le modèle commençait à se former. Le lendemain matin, une fine bruine a argenté les pavés de Little Crampton et transformé la terre du jardin en velours doux, tandis que la plupart des villageois restaient à l'intérieur, fronçant les sourcils devant les nuages à travers les fenêtres aux rideaux de dentelle. Miss Marple s'aventurait dehors sous son parapluie, ses pas lents mais déterminés, elle avait un appel à passer. À 10h30 précises, elle arriva devant la boutique de l'apothicaire, un petit établissement niché entre la poste et le marchand de légumes, aux étagères garnies de bocaux soigneusement étiquetés et aux vitres embuées d'humidité. La cloche au-dessus de la porte tinta délicatement lorsqu'elle entra. M. Bentley, le pharmacien, leva les yeux de son comptoir. Homme de corpulence élancée et d'une propreté excessive, il ajusta ses lunettes et offrit un mince sourire. « Mademoiselle. »« Marple, dit-il. C'est un plaisir. Que puis-je faire pour vous ce matin?
Quelque chose pour les articulations, peut-être? Pas aujourd'hui, merci, monsieur Bentley, répondit-elle agréablement. Même si ton baume à l'eucalyptus a fait des merveilles sur la cheville de mon voisin, je suis venu te demander quelque chose d'assez délicat. Le pharmacien cligna des yeux mais ne fit aucun signe de protestation. Il désigna le coin de la boutique où se trouvait un tabouret sous un calendrier mural de 1949, toujours accroché malgré l'année en cours. Miss Marple s'assit avec précaution. « Je comprends que vous ne discutez pas des problèmes des clients à la légère, a-t-elle commencé. « Tout à fait vrai, bien sûr. Mais je me demandais si vous vous souveniez de quelque chose à propos de M. Hargreaves et de sa jeune assistante, Miss Broom. » La bouche de Bentley se contracta. « C'est une affaire difficile, ça. J'avais la police ici, bien sûr. Ils ont répondu à toutes leurs demandes. »« J'imagine que c'est le cas, » dit Miss Marple avec un gentil sourire. « Mais vous savez comment fonctionne l'esprit officiel. Si méthodique, mais si aveugle aux accessoires. » Elle se pencha légèrement en avant. « Vous voyez, je me suis souvenu de quelque chose que Sylvia a dit un jour. Qu'elle vous avait acheté quelque chose qui était gardé derrière le comptoir. » Bentley hocha lentement la tête. « Elle l'a fait, oui. Teinture de belladone. Petite bouteille. Il a dit que c'était pour la vue de M. Hargreaves. Il avait développé une sensibilité à la lumière. Est-ce qu'elle avait l'air nerveuse? Elle semblait incertaine, furtive peut-être. J'ai trouvé étrange qu'elle paye en pièces de monnaie, soigneusement comptées, comme si elle ne voulait pas que cela apparaisse sur un relevé bancaire. Partagé. Les yeux de Miss Marple se plissèrent. Vous souvenez-vous quand cela s'est produit? 10 jours avant la garden party, répondit-il sans hésiter. Je m'en souviens parce que c'était le jour même où j'ai réapprovisionné les pastilles. De miel, Madame Penrose avait demandé après elle. Elle hocha la tête. Et M. Hargreaves s'est-il jamais renseigné sur les composés cyanogéniques? Amande amère, noyau d'abricot, écorce de cerise? Il l'a fait. Il y a des mois. Il a demandé de la documentation, pas du produit. Il a dit qu'il recherchait des antidotes. Le front de Miss Marple se plissa légèrement. Antidote? Intéressant. Elle remercia M. Bentley et sortit à nouveau sous la bruine, son parapluie ondulant comme un curieux scarabée, alors qu'elle retournait, à travers le village. Les pièces bougeaient lentement, et elle n'avait pas l'intention de les précipiter avant le moment opportun. Alors qu'elle tournait au coin de Chapel Row, elle faillit entrer en collision avec Edith Weatherby, qui sortait de son portail, serrant fermement une lettre et marmonnant pour elle-même. « Ma chère Madame Weatherby, » dit doucement Miss Marple, « j'espère que vous n'avez pas été surprise par la pluie. Puis-je vous offrir mon parapluie ?» Madame Weatherby sursauta légèrement. Son visage était plus pâle que d'habitude, ses lèvres pincées. « Oh, Miss Marple, » dit-elle. « Non, non, je vais juste poster une lettre, rien d'urgent. » Le regard de Miss Marple tomba nonchalamment sur l'enveloppe qu'elle tenait à la main. Une adresse à Londres, écrit à la main dans ce qui semblait être un style différent de celui d'Edith, plus trapu, plus anguleux. Comme si quelqu'un l'avait dicté. « Londres ?» demanda-t-elle légèrement. Madame Weatherby hésita. « Juste une petite affaire de famille, mon neveu. Il ne va pas bien. » Miss Marple hocha la tête. « Je suis vraiment désolé de l'entendre. Pas Jonathan, j'espère. »« Non, non, pas lui. Un autre neveu, du côté de mon mari. »« Bien sûr, » dit doucement Miss Marple. « Envoyez-lui mon meilleur. » Et sur ce, elle continua, non sans avoir remarqué 2 choses. Le tremblement dans la main gauche de Madame Weatherby et le léger parfum de lavande séchée accroché au col de son manteau. Cet après-midi-là, le soleil se leva, hésitant mais doré, baignant le village d'une lueur mielleuse. Miss Marple était assise dans son salon, le cahier de M. Hargreaves toujours ouvert sur la table à côté d'elle. Elle avait relu chaque entrée plusieurs fois et c'est une seule ligne, enfouie entre les paragraphes sur les proportions de teinture, qui s'est finalement démarquée. Éviter la tonnelle. Vulnérabilité notée.
doit refermer le tiroir du grand livre. L'expression « tonnelle encore », ses yeux s'attardèrent sur le mot « grand livre ». La conversation de ce matin-là avec M. Bentley, l'étrange lettre dans la main de Mme Witherby et la note énigmatique du cahier, des fils qui semblaient disparates, commençaient maintenant à se chevaucher. Et sur ce, Miss Marple prit son manteau et se dirigea vers Tillinghast. Le jardinier de Tillinghast, un homme voûté nommé George, était en train de tailler des rosiers près de la tonnelle lorsqu'elle est arrivée. Il toucha sa casquette et fit un geste poli lorsqu'elle lui demanda si elle pouvait passer. La tonnelle de lavande restait belle dans la lumière de l'après-midi, mais sous son charme se cachait un léger sentiment de malaise. Le même banc, où les invités riaient et sirotaient du thé, était désormais vide. Le parfum de lavande était toujours fort, mais n'était plus réconfortant. Miss Marple examina le bois de près. Une légère couture courait sous le banc, une sorte de panneau à peine perceptible. Avec un rapide coup d'œil pour s'assurer qu'elle était seule, elle pressa ses doigts contre le bois. Le panneau bougea avec un léger craquement et s'ouvrit. À l'intérieur du creux se trouvait un petit objet enveloppé de tissu, un registre, en cuir, relié par une ficelle. Les doigts de Miss Marple ne tremblèrent que légèrement, alors qu'elle le retirait et refermait le panneau. De retour à son chalet, elle détacha la ficelle. Le grand livre n'était pas celui d'Hargreaves, du moins pas à l'origine. Ses inscriptions étaient plus anciennes, l'encre pâlie, mais les dernières pages avaient été mises à jour par une main familière, celle de Sylvie. Les entrées listaient des noms, sommes, herbes, transactions. Certains étaient inoffensifs, mélange de thé, toniques aux fleurs. D'autres étaient plus sinistres, extraits de digital, laudanum, teinture de belladone. À côté de certains noms se trouvaient des annotations sténographiques. Miss Marple en reconnut un comme un code autrefois utilisé par le personnel hospitalier pour indiquer des demandes récurrentes de prescription. C'était un record. Non pas d'empoisonnement, mais de connaissance. Un registre indiquant qui dans le village souffrait de quelle maladie et qui savait comment les exploiter. Et sur la dernière page, une seule ligne, s'y trouver détruisez. Je ne peux pas. Faire confiance à Edith. Miss Marple se rassit sur sa chaise. La vérité était encore cachée. Mais maintenant, elle avait la clé de la porte. Quelqu'un avait entendu parler de ce registre. Quelqu'un avait voulu qu'on le fasse taire. Et quelqu'un, peut-être plus d'un, avait craint ce que M. Hargreaves pourrait révéler. La pluie tomba à nouveau le lendemain matin, drapant le village d'un doux linceul. Les rues étaient glissantes et calmes, comme si Little Crampton lui-même retenait son souffle. La nouvelle de la frustration croissante de l'inspecteur Doyle s'était répandue malgré tous ses efforts pour contenir l'enquête. Les villageois chuchotaient que l'inspecteur n'était pas prêt de nommer un suspect, et même Sylvia Broom, si récemment au centre des soupçons, semblait avoir sombré dans les limbes de la pitié à contre-cœur. Mais tout n'était pas encore calme. Miss Marple n'avait reçu aucune visite ce matin-là. Les rideaux de sa maison restèrent à moitié tirés, alors qu'elle se penchait une fois de plus sur le grand livre récupéré, prenant des notes minutieuses de sa propre écriture soignée. Ce n'était pas la simple existence du grand livre qui l'intriguait, mais la connaissance intime qu'il contenait, des herbes, des maladies et des vulnérabilités discrètes de ceux qui vivaient à moins de 10 minutes à pied de Tilling. House. C'était indubitablement l'écriture de Sylvia dans les dernières pages, mais la plupart des entrées étaient antérieures à son séjour à Lavender Lodge. Cela suggérait une collaboration, voire une coercition. Quelqu'un d'autre avait commencé le travail. Elle l'avait simplement continué. Au milieu de la matinée, Miss Marple plia ses notes et les glissa dans l'ourlet de son sac à tricot. Il y avait des questions à poser, et le temps de l'attente, Polly était révolue. Elle a commencé au presbytère. Le révérend Lionel Cleaver était dans son bureau, assis devant un brouillon de sermon pratiquement intact, lorsque Miss Marple fut annoncée par la gouvernante. Il se leva avec la courtoisie habituelle, même s'il y avait dans son expression
une lassitude qui s'était accentuée depuis leur dernière rencontre. « Miss Marple, dit-il avec un sourire tendu, vous bravez la météo. J'apprécie plutôt la pluie, répondit-elle en retirant ses gants. Cela purifie l'air, je pense, surtout après qu'une tempête se prépare. Il lui offrit un siège et lui montra la théière, mais elle refusa d'un geste de la main. J'ai bien peur de devoir parler. Clairement, a-t-elle déclaré. Je crois que vous étiez au courant pour le grand livre. Son visage changea à peine, mais il y eut une pause révélatrice. Trop longue, trop prudente. J'ai bien peur de ne pas comprendre ce que tu veux dire. Je pense que oui. Je crois que M. Hargreaves a découvert que quelqu'un avait enregistré des informations privées sur les médicaments, les faiblesses, les dettes de gratitude. Je crois que certains de ces enregistrements donnent une plutôt mauvaise image de la gestion de certains dons par la paroisse. La main de Cleaver se resserra autour du bras de son fauteuil. « Vous faites des insinuations sérieuses. Je fais des observations, dit-elle doucement. Et peut-être poser une petite question. Avez-vous prévenu Edith Weatherby que M. Hargreaves avait l'intention de révéler ce qu'il savait ?» Ses lèvres s'entr'ouvrirent, puis se refermèrent. Pendant un long moment, le seul bruit dans la pièce fut le doux tic-tac de l'horloge grand-père près de la bibliothèque. « Non, dit-il finalement, mais j'aurais dû. Je savais que Lewis Hargreaves préparait quelque chose. Il m'a dit, il y a des mois, qu'il y avait des irrégularités. Vous a-t-il menacé? Non, mais il avait une manière particulière de sous-entendre les choses. Il se leva et se dirigea lentement vers la fenêtre. Il voulait de la transparence. Il pensait que nous étions tous des hypocrites, et peut-être qu'il n'avait pas entièrement tort. Miss Marple hocha la tête, non pas en signe de jugement, mais en signe de compréhension. « Vous voyez, dit-elle en se levant, quand les gens gardent des secrets pour ce qu'ils croient être les bonnes raisons, il devient très difficile de voir clairement quand ces secrets deviennent empoisonnés. » Elle le remercia et le laissa à ses pensées. Ensuite, elle a rendu visite à Sylvia. La jeune fille n'avait l'air pâle et tendue lorsqu'elle ouvrit la porte, un cardigan usé étroitement enroulé autour de ses épaules. Le feu à l'intérieur de Lavender Lodge crépitait à peine, et l'air sentait le papier humide et le romarin. « Je dois vous poser des questions à propos du grand livre, » dit Miss Marple sans préambule. Les yeux de Sylvia s'écarquillèrent. « Je ne l'ai pas volé. »« Je n'ai pas dit que vous l'aviez fait, » répondit Miss Marple. « Je l'ai trouvé sous la tonnelle, caché dans un panneau. Quelqu'un l'a mis là délibérément, probablement le soir de la garden party. » La voix de Sylvia vacilla. « Je ne savais pas où il l'avait caché. Il m'a dit d'écrire dedans pour l'aider à rassembler des exemples. Il a dit que les gens devaient comprendre à quel point il faisait confiance aux autres. Avec quelle facilité cette confiance pouvait être retournée contre eux. Avait-il l'intention de le publier? Je pense qu'il avait prévu de l'envoyer à quelqu'un. Il n'arrêtait pas de mentionner Londres. Il a dit qu'il y avait des gens qui l'utiliseraient comme avertissement. Miss Marple pencha la tête. « Et toi ?» Je détestais ça. Je ne voulais pas écrire ce genre de choses. Mais je ne savais pas comment dire non. Il m'a donné une chambre. Il m'a payé. Il m'a dit que si je ne l'aidais pas, il trouverait quelqu'un qui le ferait. « Tu avais peur de lui ?» Sylvia hésita. « Pas exactement. Mais il a tout vu. Il savait des choses qu'il n'aurait pas pu apprendre tout seul. Parfois, je pensais peut-être que d'autres lui fournissèrent des informations. Est-ce que Jonathan Weatherby est déjà venu nous rendre visite? » Sa bouche est devenue sèche. « Oui, 2 fois. Monsieur Hargreaves a dit qu'il aidait à la distribution, qu'il pouvait faire avancer les choses tranquillement. Je n'ai pas demandé ce que cela signifiait. » Les yeux de Miss Marple s'adoucirent. C'était sage. Sylvia baissa les yeux. Il a dit que Jonathan avait des dettes, qu'il était motivé. Je pensais qu'il exagérait. Mais ensuite, cet homme aux lunettes noires est arrivé. Et après ça, tout m'a semblé dangereux. Ce soir-là, Miss Marple a rendu un dernier appel. À Jonathan Weatherby lui-même. Il a ouvert la porte de la maison de son défunt père avec une expression aigre,
une odeur de cigarette rassie persistant dans l'air. « Miss Marple, dit-il, visiblement surpris, je ne suis pas sûr de ce que tu penses que je peux te dire. Oh, je pense que vous pouvez m'en dire beaucoup, dit-elle joyeusement, entrant sans attendre d'être invitée. Son salon était encombré, bouteilles, livres, factures impayées, mais elle remarqua un spectacle familier sur la table d'appoint, un paquet de lavande, attaché avec le même ruban que Madame Witherby avait utilisé pour ses sachets. Elle l'a souligné. « Est-ce que c'est ta mère qui t'a donné ça? Elle les envoie chaque semaine, habitude. » Miss Marple hocha la tête. « C'est donc étrange que celui-ci ait été retrouvé derrière la tonnelle, caché sous le siège où Monsieur Hargreaves a été vu vivant pour la dernière fois. » Jonathan s'immobilisa. « Je ne l'ai pas tué, dit-il doucement. Je n'ai pas dit que tu l'avais fait. » Il détourna le regard. Il allait dénoncer tout le village. Les gens auraient été ruinés. Réputation, mariage, entreprise, il était juste, indifférent. Il ne se souciait pas de qui il blessait. Et toi? Je voulais juste qu'il arrête. Je l'ai dit à ma mère. Elle a dit qu'elle s'en occuperait. Miss Marple haussa les sourcils. Et elle l'a fait? Il n'a pas répondu. Miss Marple inspira. Jonathan, je te suggère de réfléchir très attentivement à ce que ta mère voulait dire par le manipuler. Il avait l'air pâle. Alors qu'elle se tournait pour partir, elle s'arrêta devant la porte. « Et si vous vous souvenez de qui a livré le colis depuis Exeter, celui qui a apporté le composé d'amandes amères, je l'écrirai. » Avant que la police ne demande à nouveau. Elle entra dans la nuit, la pluie tombant à nouveau légèrement. Le grand livre était réel. Les motifs étaient nombreux. Le danger était encore proche, mais Miss Marple était proche maintenant. Les derniers fils s'effilochaient, et quelqu'un, quelque part, avait commis une erreur de calcul fatale. L'orage, qui est arrivé dans la nuit, n'était pas comme les autres, une légère bruine ou une averse digne d'un village, mais une chose féroce et hurlante qui faisait trembler les fenêtres et déchirait les volets. Le tonnerre résonnait à travers les collines, et les ruelles de Little Crampton se transformaient en ruisseaux ruisselants de boue et de feuilles. Au matin, des branches jonchaient les sentiers et la ligne téléphonique près du bureau de poste était coupée, laissant la moitié du village coupé des appels extérieurs. Miss Marple, cependant, se leva comme d'habitude juste après 6 heures. À 8 heures, elle avait fini son porridge, révisé ses notes et était assise à tricoter dans son salon quand on frappa, rapide, frénétique et totalement déplacée dans son paisible domaine. Elle ouvrit la porte et trouva l'inspecteur Doyle, trempé jusqu'aux épaules et visiblement agité. « Miss Marple, dit-il à bout de souffle, il y a eu un autre incident à Teeling House. »« Un autre ?» Ses sourcils se haussèrent, calmement. « Entrez, inspecteur. Je vais chercher une serviette. » Mais Doyle recula. « Pas le temps. C'est Madame Witherby. Elle a disparu. »« Manquant ?» ?»« Disparu pendant la tempête. Sa femme de chambre a trouvé son lit, sans dormir, la porte arrière entr'ouverte. Et autre chose, un sachet de lavande déchiré laissé sur la table de la cuisine. » Les lèvres de Miss Marple se pincèrent. « Croyez-vous qu'elle s'est enfuie ? » ?»« Je crois qu'elle a peur, ou coupable, ou les deux. » Doyle fit une pause. « Nous avons également trouvé quelque chose enfoui dans le parterre de fleurs à côté de la tonnelle. Une boîte en fer-blanc. Et qu'est-ce qu'il contenait? Une lettre. De M. Hargreaves, datée de la veille de la garden party. Puis-je? Il le remit plié, humide sur les bords, mais lisible. Miss Marple ajusta ses lunettes et lut « À qui cela? Peu concerné. S'il m'arrive quelque chose, sachez que j'ai pris toutes les précautions pour que la vérité éclate. Le grand livre n'est pas un secret pour moi. Elle a été commencée bien avant mon arrivée, et on m'a demandé de la continuer. Mais je ne crois plus que le grand livre soit sûr. La personne derrière cela ne se contente plus de l'information. Ils veulent le contrôle. Ils veulent le silence. Et ils tueront pour le préserver. EW le sait. Elle l'a toujours fait. L-H-E-W, dit Doyle, en l'observant attentivement. Edith Witherby.
L'accusation contenue dans la lettre est claire. Claire peut-être, répondit Miss Marple, mais la clarté n'est pas la même chose qu'une preuve. Et vous remarquerez qu'il ne dit pas qu'elle avait l'intention de tuer, mais seulement qu'elle le savait. Doyle fronça les sourcils. Néanmoins, cela confirme qu'elle était impliquée. Impliquée, oui, dit-elle doucement. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose que coupable. Elle se dirigea vers son bureau et récupéra le petit bout de papier du grand livre, celui avec le message. Il sait. La tonnelle était une erreur. Détruisez la lettre. Si elle en était responsable, réfléchit Miss Marple, pourquoi laisserait-elle cela derrière elle? Pourquoi cacher le grand livre mais laisser une note qui l'implique? Non, quelqu'un a planté cette lettre dans le parterre de fleurs. Récemment aussi. Sinon elle aurait été détruite par la tempête. Doyle réfléchit à cela. Une fausse piste. Exactement. En milieu de matinée, le village était à nouveau en effervescence. La nouvelle de la disparition de Madame Witherby s'était répandue comme un feu dans du foin sec, et le ton était passé de la suspicion à la peur. Beaucoup se souviennent de sa gentillesse pendant la guerre. Elle organisait des colis, collectait des fonds pour les veuves et confiait même une aile de Tillinghast à des soldats en convalescence. Or, cette même femme aurait orchestré des empoisonnements et du chantage. Les ragots sont devenus vicieux. Au café, Madame Partridge a chuchoté au révérend Cleaver. Pensez-vous qu'elle s'est noyée dans l'étang de la vieille carrière, tout comme cette fille de l'affaire Chilton? Ne sautons pas à la tragédie, murmura-t-il en retour. Mais et si elle s'enfuyait à Londres? Et si elle travaillait avec quelqu'un là-bas? Miss Marple, assise à proximité, sa tasse de thé intacte, écoutait comme si elle était à moitié absorbée par la sélection de biscuits. Elle connaissait le pouls du village, et il battait désormais beaucoup trop vite. Trop de gens étaient impatients de clore l'affaire, de trouver en Edith Wetherby une méchante qui pourrait porter toute l'histoire comme un gant sur mesure. Mais les méchants, Miss Marple le savait, étaient rarement aussi bien étiquetés. Cet après-midi-là, l'inspecteur Doyle a convoqué une réunion au commissariat. Miss Marple, invitée par nécessité informelle, s'assit tranquillement au bout de la longue table, tandis que Doyle passa en revue les faits connus. Monsieur Hargreaves a été empoisonné. Odeur d'amande amère confirmée par cyanure ou composé apparenté. Un registre caché enregistrait des informations privées, dont certaines étaient utilisées de manière manipulatrice. Sylvia Broom a aidé à maintenir le grand livre, mais a peut-être agi sous pression. Edith Wetherby avait accès, avait un mobile et était nommée dans la dernière lettre de la victime. Elle a disparu depuis. Le sergent a ajouté « Nous avons également interrogé à nouveau son fils. Jonathan affirme l'avoir vu parler. Avec quelqu'un près de la gare quelques jours avant la garden party. Un homme de grande taille portant des lunettes noires. » Miss Marple l'interrompit gentiment. « Est-ce qu'il a dit si elle semblait avoir peur ?» Hogg avait l'air incertain. Il a dit qu'elle était tendue. « Ce n'est pas la même chose, » répondit Miss Marple, sa voix calme mais pointue. La peur laisse des traces, sur la voix, sur les mains. La tension, c'est autre chose. La culpabilité, peut-être, ou la honte. Elle se tourna vers Doyle. « Je me demande, avez-vous vérifié le cottage derrière Lavender Lodge, la vieille cabane du jardinier ?»« Nous ne l'avons pas fait, » a admis Doyle. « Il est à moitié effondré. » Même ainsi, a déclaré Miss Marple, une femme désespérée pourrait chercher un refuge, ou quelqu'un qui la cache pourrait le choisir précisément parce qu'il est négligé. Doyle la regarda encore un moment, puis se leva. « Allez, dit-il à Hogg, nous allons le vérifier maintenant. » Miss Marple ne les a pas suivis. Elle restait à la gare, attendant, tricotant lentement, régulièrement, les yeux lointains. Elle n'avait pas besoin de voir ce qu'ils allèrent trouver. Elle le savait déjà. Une heure plus tard, l'inspecteur Doyle revint, son manteau taché d'humidité et de poussière. « Elle est là, dit-il, essoufflé, vivant, froid, secoué, mais indemne. Et qu'a-t-elle dit? Elle prétend qu'elle a fui par peur, pas par culpabilité. Elle a dit que quelqu'un avait glissé un sachet de lavande dans son tiroir, attaché avec un ruban noir,
qu'elle a pris cela comme une menace. « Et le grand livre ?» a demandé Miss Marple. Elle a dit qu'elle en connaissait l'existence mais qu'elle ne l'avait jamais lu, qu'elle avait soutenu M. Hargreaves, pensant que cela faisait partie de ses recherches sur les plantes médicinales. Miss Marple hocha lentement la tête. « Alors je la crois, mais il y a toujours quelqu'un qui se cache. »« Dissimulation ?»« Oui, dit-elle. Quelqu'un qui connaissait le grand livre, qui avait accès à la confiance de Hargreaves et qui était capable de manipuler les autres pour les faire taire. » Elle reprit son tricot. « La question n'est pas qui avait des raisons de tuer. C'est presque tout le monde. La question, dit-elle doucement, est de savoir qui comprit comment faire disparaître le poison sous l'odeur de la lavande. » Les yeux de Doyle se plissèrent. « Quelqu'un dans le village. »« Oh, oui, » dit Miss Marple. « Quelqu'un d'intelligent, patient et assez négligé. » Elle se leva et plaça soigneusement ses aiguilles dans leur sac. « Venez, inspecteur, » dit-elle. « Il est temps d'avoir une dernière conversation avec la personne qui en a le moins dit et peut-être le plus vu. » La pluie avait finalement cessé le lendemain matin, et avec elle s'installait un silence lourd et persistant sur Little Crompton. Le village semblait retenir son souffle, non pas dans le chagrin ou le suspense, mais dans ce silence qui tombe avant qu'une vérité ne soit dite à haute voix. Les conversations sont devenues prudentes. Les yeux, autrefois curieux, évitaient désormais le contact. Le scandale était devenu trop complexe pour que des ragots inutiles puissent être facilement évoqués. Miss Marple passait les premières heures dans son jardin, taillant ses delphiniums à floraison tardive avec un soin méticuleux. Le soleil du matin, filtré à travers les nuages humides, projetait de longues ombres sur ces parterres de fleurs bien rangés. Un rouge-gorge perché à proximité, la tête penchée dans cette éternelle posture de curiosité. Elle avait pris sa décision. À 10h30, elle enfila une veste grise élégante avec des poignets en velours, épingla un simple camée à son col et se dirigea vers le salon de thé près de la place. Un petit établissement tenu par Liliane, Montrose qui, bien que modeste en apparence, avait longtemps été considérée comme l'une des observatrices les plus discrètes du village. Ancienne infirmière possédant une connaissance approfondie des toniques et des teintures, Liliane avait soigné plus de villageois que le docteur Hambleton à son époque, bien que officieusement. Plus important encore, elle avait été une amie, sinon plus, de M. Lewis Hargreaves. Le magasin était calme lorsque Miss Marple entra. Un jeune garçon était assis à la fenêtre, avec un petit pain Chelsea à moitié mangé, mais sinon les tables étaient en vide. Liliane se tenait derrière le comptoir, essuyant une théière avec une diligence inutile. Son expression, lorsqu'elle aperçut Miss Marple, vacilla juste brièvement, mais revint rapidement à sa fadeur habituelle. « Miss Marple, dit-elle d'un ton neutre, tu sors tôt. Je pensais qu'une tasse de ton mélange de camomille pourrait calmer mes nerfs, répondit Jane d'un ton léger, même si j'avoue que j'ai quelque chose de plus troublant qu'une indigestion. » Liliane eut un rire bref et sec et posa la théière de côté. « Eh bien, asseyez-vous, je vais vous apporter quelque chose de chaud. » Miss Marple prit sa place habituelle près de la cheminée, la même place qu'elle avait occupée des semaines plus tôt lors des premiers murmures sur Sylvia Broom et son mystérieux employeur. Elle ôta ses gants, les plia et les plaça sur son sac. Ses yeux restèrent rivés sur le petit placard derrière, le comptoir où Liliane gardait ses mélanges spéciaux. Quelques instants plus tard, la femme s'est approchée avec une tasse de thé fumante et une assiette de biscuits au gingembre. « J'ai laissé de côté le miel, cette fois », a déclaré Liliane en souriant. « Je me souviens que tu as dit un jour que cela atténuait la saveur naturelle de la camomille. Comme c'est gentil de votre part de vous en souvenir. » Miss Marple prit la tasse dans ses mains délicates. « Je suppose que vous savez qu'Edith Weatherby a été retrouvée. » Liliane fit une pause. « J'avais entendu. Elle est assez secouée. Quelqu'un a essayé de lui faire peur, semble-t-il. Lui a laissé un sachet contenant un avertissement. »« Oh, lavande, avec un ruban noir. » Liliane cligna des yeux. « Ça a l'air théâtral. » « En effet, »
dit doucement Miss Marple, mais les empoisonnements le sont souvent, n'est-ce pas? Tant de bruit sur les apparences. Déguiser l'amande amère sous la lavande. Ou peut-être cacher quelque chose de plus subtil, de la belladone par exemple. Il y eut un moment de silence. Liliane la regarda avec un sourire qui n'atteignit pas vraiment ses yeux. « Je ne connais pas les poisons, Miss Marple. Pas vraiment. »« Mais tu étais infirmière, » dit doucement Jane. « Vous connaissiez les dosages. Vous avez conseillé la moitié des femmes de ce village sur la façon de faire infuser le thé de digital contre les palpitations, sur la façon de préparer la fleur de sureau contre l'inflammation. Vous avez même averti Madame Draycott de ne pas combiner sa valériane avec son verre de cognac. Des conseils très judicieux, je dois dire. » L'expression de Liliane se refroidit. C'était il y a des années. Miss Marple sirota son thé. C'est plutôt bien. Et pourtant, je ne peux m'empêcher de me demander si vous avez conseillé M. Hargreaves sur quelque chose de similaire. Le Wyss? Son ton était désormais défensif. Il n'a suivi les conseils de personne, mais il vous faisait confiance. Il vous parlait souvent, il partageait des idées. Vous l'avez même aidé à préparer ses teintures, n'est-ce pas? Ce n'est pas vraiment un crime. Non, en effet. Mais poursuivre un registre qui répertorie les vulnérabilités d'un village entier, cela s'en rapproche davantage. Surtout si l'on devait utiliser ces informations pour exercer une pression discrète, n'est-ce pas? Liliane se raidit. Vous insinuez que j'ai menacé les gens? Pas du tout. Seulement que vous saviez qui pourrait être enclin à égarer de l'argent ou qui pourrait cacher des dettes ou des affaires. L'information peut être aussi puissante que n'importe quel poison lorsqu'elle est utilisée de la bonne manière. Liliane rit soudain amer et brillant. Et qu'est-ce que j'y gagnerais, Jane? Je dirige cette boutique depuis 20 ans. J'ai pensé des blessures, murmuré des conseils, enterré des secrets pour des gens qui n'oseraient pas admettre qu'ils avaient besoin de moi. Et qu'est-ce que j'ai en échange? Un toit qui fuit et de l'arthrite. Miss Marple ne dit rien. Liliane se pencha légèrement par-dessus la table. Oui, je l'ai aidé. Je lui ai dit qui était vulnérable. Mais c'était son idée de l'enregistrer, son idée de le contrôler. Jusqu'à ce que cela ne suffise plus, Miss Marple posa sa tasse de thé. Et puis, il a dit qu'il allait tout révéler, le rendre public, envoyer le grand livre à Londres, que je devais aussi prendre mes responsabilités, que j'avais bénéficié de là. Vraiment? La voix de Liliane baissa. Quelques personnes ont rendu des services. Une caisse de poires, ici. Une réduction sur le bois de chauffage. Mais je n'ai jamais demandé d'argent, et je n'ai jamais voulu que qui que ce soit blessé. Les yeux de Miss Marple s'adoucirent, mais sa voix resta ferme. L'avez-vous empoisonné, Liliane? Liliane détourna le regard. Sa mâchoire tremblait. Je voulais seulement l'arrêter. J'ai mis quelques gouttes dans son thé. Juste assez. Pour le rendre malade. Donnez-lui le temps de réfléchir. Mais Sylvia l'a interrompu. Il est parti tôt pour la maison d'été. La voix de Miss Marple était désormais très basse. Donc la dose complète était dans le pavillon d'été? Elle hocha la tête. J'avais déjà laissé le flacon là-bas. Il prenait une teinture avant les repas. Il disait que ça calmait son estomac. Je l'ai ajouté alors, pensant qu'il la retrouverait le lendemain matin. Je ne savais pas qu'il y irait directement du jardin. Pendant un long moment, il n'y eut aucun son à part le lent tic-tac de l'horloge murale. « Pourquoi le sachet pour Edith ?» demanda Miss Marple. Liliane leva les yeux, le visage pâle. J'ai paniqué. Je pensais que si les soupçons se tournaient vers elle, cela me ferait gagner du temps. Elle a toujours semblé si en contrôle, si intouchable. Miss Marple tendit la main par-dessus la table et posa doucement sa main sur celle de Liliane. « Tu étais intelligente, Liliane, mais l'intelligence sans gentillesse peut devenir dangereuse, même fatale. » Les larmes montèrent aux yeux de Liliane, mais elle ne bougea pas. Elle ne l'a pas nié. Dehors, les nuages s'écartèrent brièvement, projetant une lumière dorée sur les vitres. Miss Marple fouilla dans son sac à main et en sortit un drap soigneusement plié. « J'ai pris la liberté de préparer une déclaration.
Vous pouvez la lire, la signer ou non. Mais l'inspecteur arrivera sous peu. Liliane hocha légèrement la tête, les lèvres tremblantes. Voudriez-vous rester? Oui, dit doucement Miss Marple. Bien sûr que je le ferai. Il était 3 heures de l'après-midi lorsque les villageois commencèrent à arriver à Telling House. Madame Weatherby, fraîchement revenue de sa brève absence pleine de scandales, avait convoqué les principaux membres de la Ladies' Garden Society pour ce qu'elle qualifiait, avec un euphémisme posé, de réunion de clarification. Bien entendu, les rumeurs abondaient. Certaines disaient qu'elle avait l'intention de démissionner de tous les comités. D'autres murmuraient qu'elle quittait complètement le village. Mais peu de gens s'attendaient à trouver Miss Marple assise dans le fauteuil du salon, son tricot sur ses genoux, et l'inspecteur Doyle, debout à côté d'elle, avec un dossier caché, sous le bras. L'invitation avait été adressée avec tact à ceux dont les noms avaient été le plus souvent murmurés au cours de la semaine dernière. Sylvia Broom, le révérend Cleaver et son épouse, Monsieur Tilton, le maître de poste, Liliane Montrose et, à la demande de Miss Marple, Jonathan Weatherby. L'air à l'intérieur de la pièce était tendu de curiosité et d'effroi. Le thé avait été préparé mais n'a pas été touché. Même la fourchette à gâteau en argent tremblait légèrement dans la main de Madame Draycott alors qu'elle tenait son sac à main comme un talisman. Miss Marple attendit que chaque siège soit occupé, puis posa son tricot. « Merci à tous d'être... Vénus, dit-elle aimablement. J'ai pensé qu'il valait mieux parler franchement. La mort de M. Hargreaves a jeté une ombre profonde et désagréable sur notre village. L'inspecteur Doyle m'a demandé de l'aider à clore la situation et j'espère que d'ici la fin de l'après-midi, la situation sera rétablie. » Il y eut un bruissement de malaise. Miss Partridge se pencha vers Madame Blodgett avec un murmure, mais Miss Marple continua, sa voix calme mais ferme. « Je commence par un document, un grand livre pour être précis. Il a été tenu par M. Hargreaves et complété par Miss Sylvia Broom. Ce grand livre contenait des observations privées sur les vulnérabilités médicales, les habitudes domestiques et les transgressions sociales. Certains d'entre vous y figuraient, d'autres y ont contribué. » Les têtes se tournèrent, les yeux s'écarquillèrent. Le révérend Cleaver s'éclaircit la gorge. Miss Marple le regarda directement. « Vous soupçonniez que le grand livre existait, n'est-ce pas, révérend, et vous craigniez que son contenu ne révèle les détails des écarts dans les dons à la caisse paroissiale ?» Il rougit mais hocha brièvement la tête. « Je n'en connaissais pas l'ampleur. » « Peut-être pas, a-t-elle convenu, mais votre silence lui a permis de grandir, tout comme celui des autres. » Elle tourna son regard vers Jonathan Weatherby. « Vous avez livré des colis, des lettres. Peut-être que certaines d'entre elles étaient destinées au chantage. Je doute que vous les ayez toutes lues, mais vous avez facilité leur voyage. » Jonathan ne dit rien, la mâchoire serrée. Miss Marple croisa les mains. Mais alors que beaucoup étaient mêlés à l'existence du grand livre, une seule personne l'a utilisé comme arme, avec une intention fatale. Cette personne est ici. La pièce resta silencieuse. Même la pluie qui frappait doucement les fenêtres à plomb semblait s'arrêter. Miss Marple tourna son regard vers le coin le plus éloigné, où Liliane Montrose était assise, les épaules calmes mais les mains fermement serrées autour d'un mouchoir en lin. « Mademoiselle Montrose, dit-elle doucement, vous étiez l'amie de M. Hargreaves, peut-être même sa confidente. Vous l'avez aidé à compiler des remèdes, conseillé sur les teintures, et saviez précisément quelles substances pouvaient être masquées, retardées ou rendues introuvables. » Liliane resta immobile. Son visage était illisible. Vous avez préparé une teinture destinée à effrayer, pas à tuer, mais le dosage a été mal évalué, ou le timing mal calculé, et le résultat a été fatal. Un halètement collectif s'éleva dans la pièce. La tasse de thé de Madame Weatherby tintait doucement dans sa soucoupe. Doyle s'avança et sortit la déclaration signée de son dossier. Mademoiselle Montrose a avoué volontairement. Elle a pleinement coopéré. Maintenant,
Liliane se levait. Sa voix, quand elle arriva, était calme mais claire. « Je n'ai jamais voulu aller aussi loin. Il a changé. Ce qui a commencé comme une tentative d'avertir les gens, de les protéger, s'est transformé en quelque chose de contrôlant. Il a tenu des registres des faiblesses des gens comme des trophées. Vous avez utilisé le grand livre pour reprendre le pouvoir, dit doucement Miss Marple, et lorsqu'il a menacé de dénoncer votre collaboration, vous avez agi. » Liliane hocha la tête, refoulant ses larmes. « Je voulais seulement le retarder, l'arrêter. Je ne savais pas que Sylvia le confronterait ce jour-là. Je ne savais pas qu'il prendrait la teinture avant de lui parler. » Sylvia, assise au bord de la pièce, avait l'air abasourdi. « Vous l'avez empoisonné par erreur ?»« Oui, » murmura Liliane. « Je voulais juste du temps. » Miss Marple se leva, son ton étant désormais celui d'une douce institutrice. « Il y a une terrible ironie dans vos actions, Miss Montrose. Vous aviez des connaissances qui auraient pu guérir, mais vous les avez utilisées pour manipuler. Vous n'aviez pas l'intention de tuer, mais vous avez créé un cadre parfait pour en commettre un. » Elle se tourna vers les autres. « La tragédie est que beaucoup d'entre vous auraient pu empêcher cela. Si vous aviez défié plutôt la tyrannie discrète de M. Hargreaves, si vous aviez résisté à la tentation de détourner le regard. » Madame Cleaver pleurait ouvertement. « Maintenant. » M. Tilton regarda le sol. L'inspecteur Doyle a fermé le dossier. Mademoiselle Montrose sera emmenée à Much Wexford ce soir. Des accusations formelles suivront. Mais faites-le savoir, cette affaire est close. La pièce resta silencieuse, pendant un long moment. Puis Miss Marple, avec un calme délicat, reprit son tricot. « Quant au grand livre, a-t-elle ajouté, j'ai supprimé les dernières pages. Le reste, je laisse aux autorités. Il ne servira à rien de mettre chaque secret au grand jour. Mais rappelons-nous que la vie privée n'est pas toujours l'innocence, et que le silence, à sa manière, est parfois le péché le plus mortel de tous. » La réunion s'est terminée sans applaudissements, sans adieu. Les invités sortaient lentement. Discrets, seule Sylvia restait derrière. « Mademoiselle Marple, » dit-elle avec hésitation, « pensez-vous qu'on me fera à nouveau confiance un jour ?» Miss Marple la regarda gentiment. « La confiance n'est pas quelque chose qu'on se donne, ma chère. C'est quelque chose qu'on reconstruit tranquillement. Avec le temps, avec bonté et avec beaucoup de patience. » Sylvia hocha la tête et partit, la porte claquant doucement derrière elle. Dehors, le ciel s'était dégagé. Un seul rayon de soleil traversa les nuages et éclaira la tonnelle de lavande, toujours doucement balancée par le vent, sa beauté intacte, même si ses secrets avaient été dévoilés depuis longtemps. La semaine qui suivit fut marquée par un réaménagement discret à Little Crampton. Les commérages, autrefois si fébriles, trébuchaient désormais par étapes incertaines. Ceux qui avaient spéculé le plus bruyamment sur la culpabilité de Sylvia Broom marmonnaient maintenant à propos de Liliane Montrose à voix basse, leur voix atténuée par la proximité des conséquences réelles. Le salon de thé était fermé, ses rideaux de dentelle tirés. Une pancarte discrète avait été épinglée sur la porte dans l'écriture soignée de Liliane, fermée jusqu'à nouvel ordre. « Merci pour votre coutume. » Quelques jonquilles, déjà fanées, avaient été laissées dans un pot de confiture sur le pas de la porte, anonyme, mais sans aucun doute un adieu. Miss Marple n'est pas allée à l'église ce dimanche-là, même si le sermon du révérend Cleaver portait des traces indubitables des troubles de la semaine dernière. Il a parlé du « jardin invisible », de la manière dont de petites graines de ressentiment, de secrets et de peur pouvaient être semées inaperçues, pour ensuite fleurir au moment où on s'y attendait le moins. Au lieu de cela, Miss Marple a passé la matinée dans son salon, tricotant tranquillement tout, en écoutant le rouge-gorge dans le jardin. L'oiseau persistant et plein de son charme provoquant habituel gazouillait comme si de rien n'était. Après tout, la vie continue, même lorsqu'elle est touchée par le scandale. Elle n'était pas vraiment en paix, mais elle était réfléchie. Le
cœur humain, pensa-t-elle, est bien moins un coffre-fort qu'on le pense. Cela coule à travers les regards, les gestes, les silences. Et dans un village comme Little Crampton, où les gens vivent côte à côte, et où les souvenirs font autant partie de l'air que l'odeur des scones et de la fumée de charbon, de telles fuites ne passent jamais inaperçues. Plus tard dans la matinée, Sylvia Broom est passée avec un petit colis. Miss Marple l'invita à entrer et la conduisit à la cuisine, où du thé avait déjà été préparé. Un assam fort dans de délicates tasses en porcelaine, accompagné d'une modeste miche de fruits. Sylvia posa le colis sur la table. « Je les ai trouvés en faisant mes bagages. Ce sont des notes, celles de M. Hargreaves. Je pensais qu'elles appartenaient peut-être aux autres. » Miss Marple ouvrit doucement le colis. À l'intérieur se trouvaient 3 feuillets pliés, chacun contenant des entrées clairsemées, des noms, des phrases brèves et, dans 2 cas, des corrections de la propre écriture de Sylvia. Elle les examina en silence, ses doigts faisant attention à ne pas froisser les bords. « Vous saviez qu'il tenait ce genre de registre ?» finit par dire Miss Marple. Sylvia rougit. « Je ne savais pas jusqu'où cela allait jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Au début, ce n'était que des listes. Interactions avec des plantes, comportements étranges. Je pensais que c'était de la recherche. » Miss Marple hocha la tête. « Et plus tard, il m'a demandé de surveiller les gens, noter leurs habitudes. Je détestais ça, j'ai essayé d'arrêter, mais il a dit que je lui devais. Vous étiez très jeune, dit gentiment Miss Marple, et il était doué pour déguiser la cruauté en obligation. » Sylvia leva les yeux. « Pensez-vous que les gens me pardonneront ?» Miss Marple poussa un léger soupir. « Le pardon, ma chère, n'est pas un acte unique. C'est un processus lent et réticent, comme réchauffer des mains froides devant un feu. » Sylvia eut un demi-sourire. « Je pense retourner chez le pharmacien. Monsieur Bentley a dit que je pourrais prendre en charge une partie du travail d'inventaire. Si je réussis bien, il pourrait me laisser étudier pour obtenir un certificat approprié. »« Ce serait admirable, » a déclaré Miss Marple, « et approprié. Comprendre la guérison, après avoir été si près du mal. » Ils restèrent assis ensemble, pendant un moment sans parler. Quand Sylvia se leva pour partir, elle hésita à la porte. « Merci, dit-elle simplement, pour avoir cru que je n'étais pas ce qu'il prétendait que j'étais. Je ne croyais pas que vous étiez innocent, dit doucement Miss Marple. Je croyais simplement que tu étais humain, et c'était plus utile. » 2 jours plus tard, Edith Weatherby a organisé une réunion discrète de la Garden Society, non pas à Tillinghast, mais dans la modeste salle latérale de la bibliothèque paroissiale. Aucun rafraîchissement n'a été servi. Aucun visiteur extérieur au groupe n'a été accueilli. « Nous n'en reparlerons plus, » dit-elle d'une voix égale. « Non pas parce que nous nions que cela s'est produit, mais parce que cela n'a pas besoin de nous définir. » Il y eut des signes d'approbation, hésitants mais sincères. Même Madame Draycott, qui avait autrefois déclaré Liliane Montrose, « Une seconde, Lady Macbeth », semblait désormais plus lasse que vindicative. Miss Partridge murmura, « Peut-être étions-nous tous un peu trop désireux de parler et pas assez désireux d'écouter. » Miss Marple, assise au bout de la table, sourit, légèrement mais ne dit rien. Sa présence, elle le savait, avait désormais plus de poids que les mots. Après la réunion, Jonathan Weatherby s'est approché d'elle alors qu'elle se dirigeait vers le cimetière. « Je voulais juste dire, » commença-t-il, « j'ai pris un poste à Portsmouth, comptabilité, loin d'ici. Probablement sage, dit-elle doucement. Il hésita. « Je ne faisais pas partie de ce qui s'est passé. Pas directement. »« Non, dit-elle, mais vous avez vu plus que ce que vous avez admis, et vous avez fait moins que vous n'auriez pu. » Ses épaules s'abaissaient légèrement. « Je suppose que c'est vrai. » Elle lui tapota le bras. « Prenez cela comme une leçon. La prochaine fois que vous voyez quelqu'un sombrer dans le silence ou commettre un acte répréhensible, ne vous contentez pas d'être un spectateur. » Il hocha la tête et continua son chemin. Cet après-midi-là, Miss Marple retourna à son cottage et, après avoir soigné ses roses, s'assit de nouveau dans le salon.
Elle reprit son tricot puis fit une pause. Le dernier bout de papier du grand livre, celui qu'elle n'avait jamais partagé avec personne, se trouvait dans la pochette de son livre de patron. Ce n'était pas un indice du meurtre, c'était un nom, le nom d'une femme du passé. Et à côté une petite note de la main acérée de M. Hargreaves. Chantage, jamais confirmé, manipulé délicatement. La femme était décédée il y a 2 ans. Miss Marple plia la feuille en 2 et la plaça dans la grille du feu, où elle se transforma rapidement en cendre. Certains secrets, pensa-t-elle, étaient mieux cachés. Non, pas pour protéger les coupables, mais pour mettre ceux qui ne le méritaient pas contre des soupçons injustes. Alors que le soleil baissait sur Little Crampton, la tonnelle de lavande se dressait à nouveau dans une dignité tranquille. Le jardin avait été aménagé, le banc cassé réparé, et le pavillon d'été définitivement verrouillé. Quelques abeilles dérivaient paresseusement parmi les fleurs, ignorant que l'endroit avait autrefois été le théâtre de suspicion, de peur et de mort. Miss Marple resta longtemps devant la porte, les mains jointes. « Une telle beauté !» murmura-t-elle. Très souvent, le déguisement parfait. Puis elle se retourna et rentra chez elle, ses pas lents, réguliers et tout à fait posés. L'automne est arrivé en douceur à Little Crampton, avec des matinées fraîches, des après-midi dorés et un apaisement de l'esprit du village après le tourbillon des dernières semaines. Le scandale qui s'était propagé dans tous les foyers s'est à présent atténué, laissant derrière lui un silence doux, un calme inquiet, où résonnaient autrefois des jugements bruyants. La nature, à sa manière, a recouvert les traces. Les feuilles commencèrent à s'enrouler et à tomber, masquant les allées qui portaient autrefois les bottes des agents de police et leurs pieds chuchotants. La lavande du jardin derrière. Tillinghhouse avait finalement germé en graines, et plus personne ne traversait la tonnelle. Même Madame Weatherby avait laissé tomber, préférant désormais tenir les réunions mondaines dans des lieux plus petits et neutres, sous-sol d'église et conservatoire, où les ombres ne semblaient pas si longues. Miss Marple se remit à écrire des lettres, ce qu'elle faisait autrefois fréquemment et qui offrait désormais une contemplation tranquille. Un matin de fin octobre, elle était assise près de son bureau, près de la fenêtre, le doux grattement de son stylo plume étant le seul son, à part le chant lointain des corbeaux au-dessus des champs. La lettre qu'elle a écrite était adressée à son neveu Raymond, un écrivain de petite renommée et un grand penchant pour les théories sur les conflits humains. « Mon cher Raymond, vous avez sans doute lu quelque chose dans les journaux de Londres à propos de l'incident de Little Crampton, même si je soupçonne qu'ils n'en ont publié que les grandes lignes. Mort lors d'une garden party. Infirmière. Du village arrêté. Ce qu'ils n'auront pas évoqué, je pense, c'est le calme, la façon dont les gens parlent plus doucement maintenant. Comment ils se regardent un peu différemment, non pas avec suspicion, mais avec quelque chose comme une prudence teintée de tristesse. Comme si tout le monde réalisait d'un seul coup combien de secrets étaient gardés dans ce petit endroit. Vous m'avez toujours dit, à votre manière, que la vie du village était ennuyeuse et répétitive, une sorte de doux flou entre Scandale et Scone. Mais je me demande maintenant si cela ne ressemble pas davantage à une serre, transparente, chaleureuse et totalement vulnérable à la pourriture. Votre affectueuse tante, Jeanne. Elle couvrit la lettre et la déposa sur le plateau pour le facteur. Puis, après sa promenade matinale habituelle dans la Grand-Rue, au cours de laquelle elle échangea de gentils signes de tête avec Madame Partridge et l'apprenti épicier, elle rentra chez elle et s'installa dans son salon avec un écheveau de laine neuf et une écharpe inachevée. Mais ses pensées étaient ailleurs. Elle n'avait pas été convoquée à nouveau par l'inspecteur Doyle, bien qu'il soit venu une fois après le transfert de Liliane Montrose au centre de détention provisoire de Wessex. Ils avaient repartagé une brève conversation, rien de formel. Il l'avait remerciée pour ses idées, et elle, à son tour, lui, avait offert du thé, et lui avait suggéré de reparler à Sylvia Broom avant de déposer son rapport final. « Pourquoi ?» avait-il demandé, les sourcils levés. « Parce que les gens ne savent pas toujours ce qu'ils ont vu avant d'avoir eu le temps de respirer, avait-elle répondu.
Parfois, la vérité doit attendre un certain temps avant d'être prête à être reconnue. Maintenant, des semaines plus tard, elle croyait que Sylvia avait effectivement commencé à reconnaître la sienne. Sylvia avait pris un poste à la pharmacie, comme promis. Le poste avait commencé de manière officieuse, mise en rayon des livraisons, enregistrement des stocks, mais est rapidement devenu quelque chose de plus structuré. M. Bentley avait écrit à la Guilde des apprentis pharmacologiques pour demander du matériel de formation, et les nuits de Sylvia étaient désormais remplies d'études. Elle portait ses cheveux différemment maintenant, bien épinglés, avec un calme délibéré qui n'avait pas été présent auparavant. Un après-midi, Miss Marple lui rendit visite. La cloche au-dessus de la porte tinta lorsqu'elle entra. Sylvia leva les yeux derrière le comptoir, surprise mais souriante. « Miss Marple », se dit-elle en ajustant le col impeccable de son chemisier, « comme c'est agréable de te voir. »« Je suis venue chercher du liniment, » dit Miss Marple en posant son sac à main, « et peut-être quelques onces de feuilles de menthe poivrée. »« Bien sûr. » Sylvia se déplaçait avec une efficacité silencieuse, mesurant et enroulant avec la précision de quelqu'un qui avait récemment appris le prix des erreurs. Tandis que Miss Marple lui remettait les pièces, elle dit doucement « Vous, sentez-vous installée, ma chère ?» Sylvia hésita puis hocha la tête. « Plus que je ne le pensais. »« Bien, le village peut être oublieux quand il le veut, mais l'oubli n'est jamais tout à fait complet. Vous devez vous en souvenir. Les gens vous regarderont toujours avec une trace de ce qu'ils pensaient autrefois, même s'ils ne le disent qu'au plus à voix haute. » Sylvia baissa les yeux. « Je suppose que je mérite ça. »« Peut-être, » dit doucement Miss Marple. « Mais vous méritez aussi un avenir construit honnêtement et qui ne soit plus assombri par les décisions des autres. » Sylvia leva les yeux, quelque chose dans son expression changeant. « Je ne l'ai dit à personne, mais la nuit précédant la mort de M. Hargreaves, il a laissé une lettre sur mon bureau. J'avais trop peur pour l'ouvrir plus tard. Ce n'était pas une menace. Il s'est excusé. Il a dit qu'il m'avait utilisé comme un outil et qu'il espérait que je lui pardonnerais. « L'avez-vous » a demandé Miss Marple. « Je pense que oui, » dit-elle, après une pause. « Au moins assez pour avancer. » Miss Marple sourit et lui tapota la main. « C'est tout ce qu'on peut faire. » Les réverbérations du boîtier s'adoucirent lentement, comme les ondulations s'estompant d'une pierre tombée dans l'eau. Le révérend Cleaver est revenu à sa série de sermons sur les psaumes. Madame Weatherby a commencé à préparer le bazar de charité annuel d'hiver, et Jonathan Weatherby a envoyé une carte postale de Portsmouth notant que « Les choses sont calmes et l'air marin est bon pour mon esprit. » Même le nom de Liliane fut prononcé de nouveau, avec précaution à voix basse. C'était devenu une sorte de marqueur, une leçon, un avertissement et pour certains, un regret. Miss Marple n'a plus jamais parlé d'elle directement. Mais le soir, lorsque le feu était bas et que le vent bruissait dans le lierre, elle s'asseyait souvent près de la fenêtre et regardait l'endroit où la tonnelle de lavande était autrefois en pleine floraison. Elle pensait souvent à un mobile, non seulement criminel, mais humain. Liliane n'avait pas voulu d'argent, ni contrôle finalement. Ce qu'elle avait voulu, croyait Jane, c'était pertinence. Dans un monde qui lui était devenu doucement indifférent, elle avait retrouvé son importance. Et ce faisant, elle avait commis un péché bien plus grand que l'orgueil, présomption. Elle supposait qu'elle pouvait contrôler ce qui suivait, mais on ne peut pas contrôler les conséquences. Pas vraiment. Ils arrivent sous des formes inattendues, s'installant dans le silence, la mémoire et les conversations à moitié terminées. Ils s'accrochent comme de la brume au haie. Le jour de la Toussaint, Miss Marple a allumé une bougie à l'église. Elle réfléchissait tranquillement alors que la flamme vacillait, stable et brillante. Elle n'a pas prié pour la justice. La justice, pensait-elle, avait été rendue du mieux qu'elle pouvait l'être sur le plan humain. Au lieu de cela, elle a prié pour la paix, pour le village, pour la jeune fille qui reconstruisait sa vie derrière un comptoir, pour la femme qui se retrouve désormais dans une cellule tranquille, et pour elle-même aussi. Car même pour ceux qui révèlent la vérité,
la vérité laisse des traces. Ce soir-là, alors qu'elle se préparait à se coucher, elle ouvrit son cahier et ajouta une dernière ligne sous le reste. À Little Crampton, le jardin est redevenu calme, mais je ne confonds pas calme et paix. La paix doit être entretenue comme les roses, et même les roses cachent des épines. Elle posa sa plume, replia ses lunettes et éteignit la lumière. L'hiver approchait maintenant. L'air de Little Crampton avait changé, vivifiant de l'odeur, de la fumée de cheminée et de la terre humide. Les dernières roses du jardin étaient fanées, leurs pétales enroulés et brunis par le souffle de la saison, tandis que les haies s'affaissaient sous le poids des feuilles gorgées de pluie. La vie dans le village était plus lente, plus calme, et rythmée par la répétition réconfortante de rituels. Les livraisons du matin, les cloches des églises le dimanche, le tintement des tasses de thé et le bourdonnement sourd des conversations, de l'après-midi derrière les rideaux à moitié tirés. À bien des égards, le village avait repris son rythme habituel. Pourtant, ceux qui y prêtaient attention, qui observaient réellement, auraient remarqué les petits changements laissés à la suite de ce qui s'était passé sous la tonnelle de lavande. Il y avait une courtoisie plus prudente dans les conversations, moins d'hypothèses, plus de pauses. Et derrière tout cela, Miss Marple restait, comme toujours, discrètement observatrice. Par un doux après-midi de novembre, avec un ciel couleur d'ardoise polie et le moindre soupçon de soleil perçant les nuages, Miss Marple a rendu visite à Tillinghhouse. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis le rassemblement dans le salon, le jour où la vérité avait été clairement exposée, les noms prononcés, les rôles reconnus. Elle n'était pas revenue depuis. Madame Witherby l'accueillit avec un équilibre qui ne s'était pas démenti, même s'il y avait maintenant quelque chose de plus doux dans ses yeux. Les deux femmes s'étaient assises dans la véranda, les fenêtres perlées de condensation, donnant sur le jardin autrefois bien entretenu. « J'ai fait démonter la tonnelle », a déclaré Madame Witherby après un long silence. Pas dans un accès de mélodrame, je vous l'assure. Je ne pouvais tout simplement pas supporter cette vue. Miss Marple hocha la tête. Certains espaces deviennent trop chargés de mémoire, lavande ou pas. Il y a encore des chuchotements, bien sûr, a poursuivi Edith. Mais pas autant que je le craignais. Et curieusement, certaines femmes se sont rapprochées de moi. Je suppose que nous sommes tous un peu plus conscients les uns des autres maintenant. Il y a quelque chose à dire, murmura Miss Marple, car la vérité se révèle lentement. Elle permet aux gens de s'adapter. Edith sourit faiblement. « Savez-vous que j'ai trouvé un sachet dans un tiroir l'autre jour, de la lavande et de la menthe séchée, attachés avec cet horrible ruban noir. J'ai failli crier. Planté par quelqu'un bien avant, sans aucun doute, répondit Miss Marple, une relique de la campagne de distraction de Liliane. Je l'ai brûlé. Madame Witherby baissa les yeux sur ses mains, soigneusement pliées sur ses genoux. Pendant des semaines, je me suis demandé si j'étais aveugle, si j'aurais pu arrêter les choses plus tôt. Vous n'étiez pas aveugle, dit gentiment Miss Marple, seulement humain. Et la gentillesse, dans votre cas, a peut-être porté le masque de la confiance. Edith leva les yeux. Je n'arrête pas de me demander si j'avais été plus ferme avec... Liliane, cela aurait changé quelque chose? Je pense, dit pensivement Miss Marple, que cela aurait pu vous changer, mais pas elle. Le chemin qu'elle a parcouru était le sien seul, forgé au fil des années. Nous ne pouvons pas réécrire la lente amertume qui s'est accumulée en elle comme de la limon. Il y eut un silence entre eux, pas inconfortable. « J'espère que Sylvia guérit, » dit enfin Edith. « Elle leste, » répondit Miss Marple. « Elle apprend, travaille, gagne à nouveau sa place. Ce genre de progrès est rarement visible pour les autres, mais profondément ressenti par celui qui le suit. Tu l'as toujours vu clairement, n'est-ce pas? » Miss Marple s'autorisa un petit sourire. « J'ai vécu assez longtemps pour connaître la différence entre la corruption et la confusion. » Sylvia était confuse, effrayée, attirée, mais jamais cruelle. L'horloge sur la cheminée sonna une fois. Le temps a passé. Ce soir-là, Miss Marple rentra chez elle et trouva une lettre sur le pas de sa porte.
L'écriture n'était pas familière, anguleuse, inclinée vers l'avant, et l'enveloppe ne portait aucune marque, à l'exception de son nom. À l'intérieur, une seule feuille. Je n'attends pas de pardon. Mais je voulais que tu saches que la vérité comptait pour moi, même à la fin. Merci d'en parler avec autant de soin. Elle le lut 2 fois, puis le plia lentement, le plaçant entre les pages de son almanach de jardinage pour 1931, l'année où elle avait commencé à tenir des registres des événements les plus curieux du village. Elle n'a pas pleuré, mais elle resta assise un long moment, la main posée doucement sur le livre. Dans les derniers jours de l'automne, le soleil a commencé à se coucher plus tôt derrière les collines et les couleurs du village sont passées du vert vif à l'or, pâle et au gris cendré. Au coin du green, quelqu'un, peut-être la femme du vicaire, avait noué un nouveau ruban autour du portail du lycée, de la soie lavande, douce et élégante. Personne n'en a parlé à voix haute, mais plus d'un passant s'est arrêté pour regarder, se souvenant. La société de jardinage reprit ses réunions, mais on parla désormais moins des plantes annuelles et des programmes de taille, et davantage des gens qui les cultivaient, des veuves seules dans les chaumières, des garçons grandissant sans père, des vieux griefs laissés trop longtemps sans réponse. Miss Marple regardait tout se dérouler, sans jamais intervenir, même si sa présence semblait calmer les nerfs et centrer la pièce. Elle était devenue, au fil des années, bien plus qu'une détective. Elle était la conscience du village, une discrète évaluatrice des choix faits et non faits. Le dernier jour de novembre, elle a visité le jardin de Lavender Lodge. Avec le départ de M. Hargreaves et la propriété laissée en fiducie, le jardin avait commencé à envahir le jardin. Du thym sauvage rampait au-delà de ses bordures. Des roses trémières se penchèrent sur le chemin. Miss Marple s'est agenouillée près du buisson de romarin, maintenant à moitié enveloppé de feuilles, et en accueillit un seul brin. Elle inspira profondément. « Du romarin pour le souvenir », dit-elle doucement. Et pour le pardon aussi, même si elle a laissé cette partie sous silence. Elle se releva lentement, époussetant la saleté de ses gants, et rentra chez elle. Ce soir-là, elle écrivit une dernière ligne sur son petit carnet, noir. Pas une révélation, pas la moindre idée, juste une pensée. Les villages oublient dans les murmures, mais ils se souviennent en silence. La mémoire est une sorte de jardin, négligé. Elle pousse à l'état sauvage. Entretenu avec douceur, il refleurit, même après sa ruine. Puis elle ferma le livre et le posa sur son étagère à côté des autres. Des dizaines de volumes, chacun portant le poids tranquille des vies observées. Alors que la lune se levait sur Little Crampton, projetant sa pâle lumière sur les toits d'ardoise et les haies endormies, Miss Marple alluma une seule bougie et la posa sur le rebord de sa fenêtre. Dehors, la nuit était froide mais calme. La tonnelle de lavande avait disparu, mais ses leçons restaient, et Miss Marple, toujours vigilante et toujours gentille, était, assise sous la lumière vacillante, en train de tricoter un nouveau modèle, prête à découvrir le secret que la saison prochaine pourrait lui apporter.